Vous pensez savoir ce qui se passe quand quelqu'un triomphe d'une addiction. Vous imaginez la guérison, la volonté, peut-être un nouveau départ. Vous vous trompez. La vérité est bien plus brutale. La personne que vous étiez avant l'addiction ne revient jamais. Cette personne est morte. Ce qui émerge à sa place n'est pas une version soignée ou réparée de l'ancien moi. C'est une entité que la plupart des gens ne savent même pas nommer. Quelque chose qui effraie, qui dérange et qui remet en question tout ce que nous pensons savoir sur la transformation humaine. Carl Jung le savait. Il voyait chez ses patients ce que la psychologie moderne préfère ignorer. Quand l'addiction meurt, un étranger naît. Quelqu'un qui porte des cicatrices invisibles, comme des médailles secrètes. Quelqu'un qui voit le monde à travers une lentille à laquelle vous n'aurez jamais accès. Il existe un moment dont personne ne parle. Des semaines ou des mois après la dernière dose. Le dernier verre. La dernière chaîne. Vous vous réveillez un matin et vous cherchez quelque chose qui n'est plus là. Pas la substance, mais quelque chose de plus profond. Vous cherchez la personne que vous étiez, et votre main ne saisit que du vide. C'est ce que Jung appelait la mort de l'ego, mais il était poli. Ce qui se passe réellement ressemble davantage à un meurtre. Votre ancien moi ne s'efface pas doucement dans la mémoire. Il est arraché, cellule par cellule, jusqu'à ce que ce qui reste ne ressemble plus à rien de connu. Vous regardez dans le miroir et vous voyez un visage familier, mais une âme que vous ne reconnaissez pas. Vos amis vous demandent si ça va. Vous dites oui, mais vous mentez. Non pas parce que vous souffrez, mais parce que le concept même d'aller bien n'existe plus dans votre vocabulaire. Vous avez basculé dans un territoire qui n'a pas de nom. Les gens attendent que vous redeveniez normal. Ils attendent que la personne qu'ils connaissaient revienne à la maison. Ils peuvent attendre longtemps. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette personne est enterrée quelque part dans les décombres du passé et qu'il n'y aura pas de résurrection. L'addiction n'a pas seulement pris vos habitudes, elle a pris votre identité, votre sens du soi, chaque petite pièce du puzzle qui vous permettait de vous reconnaître. Et quand vous vous libérez enfin, vous ne récupérez pas ces pièces. Vous en recevez de nouvelles, plus étranges, plus sombres. Jung parlait de l'ombre, cette part obscure de nous-mêmes que nous refusons d'avouer. L'addiction vous force à vivre dans cette ombre si longtemps que lorsque vous faites enfin un pas vers la lumière, vous emportez l'obscurité avec vous. Non pas comme un fardeau, mais comme un compagnon. Vous avez serré la main de vos démons. Vous avez pris le café avec votre pire version. Et désormais, cette part de vous est intégrée d'une manière irréversible. Cela terrifie ceux qui n'ont jamais été là. Ils s'attendent soit à une destruction totale, soit à une rédemption complète. Ils n'obtiennent ni l'un ni l'autre. Ils obtiennent quelqu'un qui transporte l'enfer dans sa poche comme de la monnaie de rechange. Le fantôme qui reste n'est pas celui qui a souffert, c'est celui qui a survécu. Et la survie change l'architecture même de l'âme. Vos priorités se réorganisent d'une manière absurde pour quiconque n'a pas foulé ce chemin. Vous devenez inatteignable par certains aspects, non pas par froideur ou distance, mais parce que vous opérez sur une fréquence que la plupart des gens ne peuvent pas capter. C'est là que commence la véritable transformation. Non pas dans la guérison, mais dans la hantise. Vous portez le spectre de qui vous étiez, et ce spectre murmure des vérités que personne d'autre ne peut entendre sur la nature humaine, sur la souffrance et sur la ligne de rasoir entre la destruction et la création. Votre vision change radicalement. Vous commencez à voir ce qui a toujours été là, mais qui restait invisible. Les fissures dans les sourires, le poids sur les épaules des autres, ces brefs instants où le masque glisse et laisse entrevoir une guerre privée. Nietzsche écrivait que si l'on regarde longtemps l'abîme regarde aussi en vous. Il avait raison, mais il a omis de dire que l'abîme vous apprend à voir dans le noir. Une fois cette compétence acquise, on ne peut plus l'oublier. Le monde ne redevient jamais simple ou brillant. Il devient stratifié, complexe. Vous voyez la surface et la profondeur simultanément. Cette double vision devient votre état permanent. Dans une pièce, vous ressentez les tensions non dites, les silences pesants, les cris étouffés derrière les politesses. Ce n'est pas un don psychique,
C'est une reconnaissance de motifs nés d'années passées à observer vos propres mensonges et votre propre architecture du déni. Vous êtes devenu un expert en auto-tromperie, ce qui signifie que vous la repérez chez les autres à des kilomètres. Cela vous rend dangereux socialement, non par jugement, mais par honnêteté dans un monde qui carbure aux fictions confortables. La plupart des gens vivent dans une boule à neige. Tout semble joli et contrôlé. Votre boule à neige vous a volé en éclats. Vous avez vu que la neige n'est que du plastique et l'eau des produits chimiques. Voir le mécanisme empêche de croire à l'illusion. Cela ne vous rend pas supérieur. Cela vous rend fatigué d'une manière inexplicable. Voir à travers les murs signifie voir à travers les remparts que les gens construisent pour rester sains d'esprit. Jung croyait en l'individuation, le processus de devenir son soi véritable. Mais il savait que cela avait un prix. Affronter la violence sous la civilité, le chaos sous l'ordre, le désespoir sous le succès. L'addiction vous a forcé à affronter ces vérités en vous-même. Maintenant, vous les voyez partout, dans les systèmes, les relations et les cultures entières, bâties sur un mensonge convenu. Cette nouvelle lucidité change votre façon de bouger dans le monde. Vous devenez sélectif. Les conversations superficielles deviennent un supplice, les amitiés de façade une famine. Vous n'êtes pas élitiste, vous êtes efficace. Vous avez appris que la vie est trop courte et trop brutale pour la gaspiller à faire semblant. Vous cherchez le réel sous la performance. Vous cherchez ceux qui ont aussi eu leur boule à neige brisée. Et quand vous les trouvez, la connexion est instantanée, sans besoin de bavardage. Mais ce regard a un prix. Vous ne pouvez pas aider ceux qui refusent de voir. Vous pouvez pointer les fissures, les schémas évidents. Ils regarderont ailleurs, car voir demande un courage qu'ils ne sont pas prêts à payer. Alors, vous apprenez à vous taire. Vous apprenez à laisser aux gens leurs illusions, non par mépris, mais par sagesse, en vous rappelant l'époque où vous étiez vous-même aveugle et où vous vous battiez contre quiconque tentait de vous montrer la vérité. Le plus grand choc du sevrage, c'est quand le bruit s'arrête. C'est là que la véritable terreur commence. Pendant l'addiction, votre tête est pleine. Des plans, des justifications, l'inquiétude pour la prochaine dose, la culpabilité pour la précédente. Une station de radio diffuse du chaos 24 heures sur 24. Puis, un jour, la station s'éteint. Un silence de mort s'installe. Et dans ce silence, vous entendez quelque chose de pire que n'importe quel manque. Vous vous entendez vous-même. Le vrai vous, celui qui a été bâillonné et ligoté à la cave pendant des années. Ce qu'il a à dire n'est pas plaisant. Ce silence n'est pas la paix, c'est une agression. Il force la confrontation. Toutes les questions que vous fuyez font la queue à votre porte. Qui êtes-vous sans votre béquille? Que voulez-vous vraiment? De quoi aviez-vous si peur pour avoir besoin de vous anesthésier ainsi? Le silence ne vous lâche pas. Kierkegaard appelait cela l'angoisse existentielle, ce vertige que l'on ressent en réalisant que l'on est libre, totalement, terrifiantement libre. Plus d'excuses, plus de substance à blâmer. Juste vous, vos choix et le vaste espace vide là où se trouvait votre identité. Si vous voulez vraiment vous transformer, vous devez laisser ce silence faire son œuvre. C'est un travail de démolition. Toutes vos histoires, vos explications confortables sur votre passé, vos croyances sur ce que vous méritez sont jetées au feu. Vous regardez votre concept de soi devenir cendre. C'est la rencontre avec le soi, le vrai, celui qui existe sous la programmation, sous le trauma, sous les mensonges. Dans ce silence, vous commencez à entendre les autres différemment. Vous entendez ce qu'ils ne disent pas. La peur derrière leur confiance. Le doute derrière leur certitude. C'est ainsi que naît la véritable compassion, non par pitié, mais par reconnaissance. Mais ce silence vous donne aussi un pouvoir. Alors que tout le monde s'agite, performe et justifie, vous êtes simplement là, présent, immobile. Cette immobilité devient magnétique. Vous avez trouvé une forme d'acceptation de l'existence elle-même, dans toute sa brutalité et sa beauté, sans chercher à ce qu'elle ait un sens. Vos cicatrices,
que l'on pense être des faiblesses, deviennent vos lettres de créance. Comme le métal chauffé et martelé, votre structure moléculaire a changé. Vous n'êtes plus fait du même matériau que les autres. Votre tolérance à l'inconfort est devenue immense. Ce qui briserait les autres ne vous semble être qu'un inconvénient mineur. Perdre un emploi, une rupture, un stress financier, vous avez survécu à bien pire. Vous avez été sans abri dans votre propre âme. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la perspective. Vous avez été au bord du gouffre et vous avez regardé en bas. Tout le reste n'est qu'une question de distance par rapport à ce bord. Vous devenez ce que Jung appelait le guérisseur blessé. Vous savez des choses que les livres n'enseignent pas. La force d'un être humain quand tout lui est retiré. Le moment exact où quelqu'un va craquer. Ou, au contraire, percer. Cette autorité ne vient pas d'un diplôme, mais d'avoir survécu à ce qui aurait dû vous détruire. Cette survie est votre super pouvoir, mais elle s'accompagne d'une liberté étrange. Vous avez déjà tout perdu. Votre dignité, votre respect de soi, votre place dans la société. Vous avez raclé le fond du baril. Alors, de quoi pourriez-vous encore avoir peur? De l'échec? Vous avez déjà échoué spectaculairement. Du jugement? Vous avez déjà été jugé et condamné par tout le monde, vous y compris. Cela supprime la peur qui maintient la plupart des gens dans la petitesse. Vous ne jouez plus la comédie. Mais attention, ces cicatrices font mal. Elles ne saignent plus, mais elles tirent quand le temps change, dans vos rêves, dans ces moments de fatigue où la garde baisse. La puissance et la douleur ne sont pas opposées, elles sont partenaires. Plus vous gagnez en force intérieure, plus vous portez de douleur, car c'est ainsi que la croissance fonctionne, par la pression et la rupture. La vérité finale est la plus difficile à accepter. Vous ne vous reconnaîtrez plus jamais totalement. Chaque matin, pendant une fraction de seconde, votre cerveau essaiera de charger l'ancienne version de vous-même. Et chaque matin, le chargement échouera. Fichier non trouvé. Cette personne n'existe plus. À sa place se tient cet étranger qui porte votre visage. Et le plus étrange, c'est que cet étranger est plus vous que vous ne l'avez jamais été. L'addiction a brûlé le costume et le script, vous laissant nu face à l'existence. L'étranger, dans le miroir, a des yeux qui ont vu tout le spectre de la faiblesse humaine et qui ont trouvé un moyen d'aimer cela, malgré tout. Pas de manière sentimentale, mais de manière factuelle. Cet étranger ne rentre plus dans aucune case. Trop sombre pour les gens de lumière, trop lumineux pour les gens de l'ombre. Vous n'êtes plus assez misérable pour les victimes, plus assez naïf pour les optimistes. Vous êtes simplement là, réel, d'une manière presque obscène. Vos relations vacillent, non par faute, mais parce que vous avez trop changé. Les gens cherchent l'ancien vous et ne trouvent qu'un inconnu qui les rend nerveux. Schopenhauer disait que nous sommes tous seuls dans notre propre conscience. Cette solitude n'est pas tragique, elle est libératrice. Une fois que vous acceptez que personne ne comprendra jamais vraiment ce que vous avez traversé, vous cessez d'avoir besoin qu'il le fasse. Vous cessez de vous expliquer. Vous existez, tout simplement. La guérison n'est pas un retour en arrière, c'est une marche en avant dans un territoire sans carte. Cela vous vieillit prématurément, peu importe votre âge chronologique. Vous avez des yeux anciens dans n'importe quel visage. Voici ce qu'on ne met pas dans les brochures de rétablissement. Se libérer vous a coûté plus cher que l'addiction elle-même. Le plus dur n'est pas d'arrêter, c'est de vivre avec ce que l'on devient après. La transformation est un échange brutal. Vous perdez votre tolérance pour l'insignifiance. Les jeux sociaux vous deviennent insupportables. Vous perdez la capacité de vivre en pilote automatique. Chaque choix devient conscient, ce qui est épuisant. Et surtout, vous perdez le confort du statut de victime. Sous l'emprise, vous pouviez accuser la substance de tous vos maux. Une fois propre, l'excuse meurt. Vous devez faire face au fait que vous avez choisi cela, jour après jour. Camus parlait de Sisyphe acceptant son rocher. C'est ce que vous devenez. Vous acceptez le rocher, vous acceptez que la vie soit dure et injuste,
que personne ne viendra vous sauver. Ce prix est-il trop élevé? Non, car tout ce que vous perdez, vous n'en avez plus besoin. L'hypocrisie, le pilote automatique, le blâme, tout cela s'en va pour laisser place à la seule chose qui compte, vous-même. Pas le soi que vous vouliez être, pas celui que les autres attendaient, mais le soi réel, brut et cicatrisé. Une fois que vous avez payé ce prix, vous réalisez que vous êtes enfin libre. Non pas libre de toute lutte, mais libre de lutter honnêtement, libre d'échouer sans mentir, libre d'exister comme cette chose étrange, brisée et magnifique, sans plus jamais vous excuser de prendre de la place. C'est cela, le prix. C'est cela, la récompense. Ils sont une seule et même chose. C'est une victoire, mais c'est le genre de victoire qui laisse des marques pour toujours.